Avant de commencer ce discours, je souhaite excuser donc certaines autorités qui devaient être présentes, mais qui malheureusement, pour des contraintes d'agenda, ne pourront pas être là. Donc, monsieur le préfet de police, qui est représenté ce soir par monsieur le secrétaire général de la préfecture de police, Thibaut Sartre, monsieur le directeur général de la police nationale, Éric Morvan, qui est donc absent et sera représenté par Gérard Clérici, le directeur des ressources et des compétences de la police nationale. Je ne vais pas tous les citer. Madame la directrice de l'IGPN, donc, qui est représentée également ce soir. Mesdames et messieurs, donc, les directeurs et directeurs adjoints de la préfecture de police et des directions centrales. J'attendais également, il y a quelques retardataires, mais monsieur Colliex, médiateur de la police nationale, qui doit être présent également. Mesdames et messieurs les chefs de bureau, monsieur le secrétaire général de la CFDT, cher Laurent, madame la secrétaire générale de la CFDT Interco, chère Claire, monsieur le secrétaire général du SCSI, cher Jean-Marc, madame la secrétaire générale du SMI, Louise-Marie, mesdames et messieurs, chers collègues, chers camarades. Alors ce soir est une première historique pour Alternative Police, puisque c'est la première réception des vœux qu'on organise. Et comme d'autres, je vais m'adonner au dur exercice de vous prononcer un discours de vœux. Jusqu'à présent, j'avais toujours été habitué à les écrire pour les autres. C'est un peu plus compliqué de l'écrire pour soi-même. Aussi, je compte sur votre indulgence, d'autant que, comme c'est la première fois, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Donc, vous êtes prévenus, et je vous remercie de votre patience. Il y a 2 ans, jour pour jour, Alternative Police lançait son plan de développement syndical. Nous nous sommes créés au 1er septembre 2015 et après 4 mois de démarches administratives et logistiques, techniques, notre organisation syndicale prenait son envol. 2 ans après, qui pouvait croire que nous serions là ce soir, en présence des autorités du ministère de l'Intérieur et plus d'une centaine de responsables syndicaux qui viennent de toute la France. Nous avons tous cru en ce projet, mais de là à connaître un développement aussi fulgurant, j'ai moi-même encore du mal à le réaliser. Votre présence ne fait que confirmer et démontrer toute la légitimité et l'implantation d'Alternative Police dans le paysage syndical policier. Nous avons enregistré au fur et à mesure de nombreux ralliements de policiers, déçus, en colère, venant de tout horizon, syndicaux notamment, mais aussi énormément, et c'est ce qui est quand même surprenant, de nombreux non-syndiqués. Il s'agit donc d'un vrai renouvellement générationnel dans le syndicalisme policier et une prise de conscience collective de la nécessité de refonder notre modèle syndical et dont les principaux acteurs sont ici ce soir. Mes chers collègues, vous avez eu le courage de choisir une voie difficile, à contre-courant, pour conduire un syndicalisme différent, dans le seul but de répondre à l'attente de la majorité de nos collègues. Des collègues déçus et en colère, je le disais, par le système syndical, et je l'assume encore ce soir, pour le dire, un système syndical mafieux. Un système pratiqué par ces organisations syndicales historiques, qui ont dévoyé tout le sens originel du syndicalisme, préférant le clientélisme et le favoritisme au détriment du collectif, créant du désespoir plutôt que de l'espoir par de vaines promesses de mutation ou d'avancements individuels. Soyez fiers de ce que vous avez construit, car vous avez déjà écrit une nouvelle page de l'histoire du syndicalisme policier. Naturellement, cette aventure n'aurait pas été possible sans l'aide entremetteuse de Jean-Marc Bailleul, secrétaire général du SCSI, des membres de son bureau national et de son conseil d'administration pour aider Alternative Police et lui donner les moyens d'exister. Je leur dis ce soir un grand merci. De même, cela aurait été d'autant moins possible sans le soutien et les moyens très importants mis à notre disposition par notre confédération et fédération CFDT. Cher Laurent Berger, chère Claire Le Callennec, merci du fond du cœur. Sans me connaître, vous avez cru dès le départ en ce projet ambitieux, ce challenge de renouveau syndical pour la CFDT au sein de la police nationale. Vous m'avez accordé votre confiance sans réserve. Soyez assurés de toute ma loyauté et de toute ma reconnaissance. Je n'oublie pas les acteurs directs à la création d'Alternative Police, avec une pensée toute particulière pour Jean-Claude Lenay,
ancien secrétaire national fédéral, qui était déjà à la manœuvre au sein de la CFDT depuis plusieurs années. Et naturellement, son successeur, François Thos, secrétaire national en charge notamment de l'intérieur à la CFDT Interco, qui œuvre quotidiennement pour soutenir notre action militante de construction et de développement. Je tiens à leur témoigner toute ma gratitude et je leur adresse encore mes sincères remerciements. Je leur remercie d'autant plus que mon arrivée à la CFDT n'était pas un pari gagné d'avance. Beaucoup le savent, avec un passé syndical de plus de 25 ans au sein d'une même organisation syndicale, dont les revendications syndicales de ces dernières années font le lit de l'extrême droite, peine plancher, présomption de légitime défense, par exemple. Au contraire, nos cultures syndicales et nos expériences différentes ont été un enrichissement réciproque. Et là aussi, je salue l'esprit d'ouverture et d'écoute de la CFDT, cette confédération réformiste et novatrice dont je réitère tout mon attachement. Alternative Police est donc riche de ces différences, de cette multiplicité d'horizons syndicaux, de cette complémentarité d'opinions, d'idées et de convictions policières. Mes chers collègues, chers amis, à la vue de nos résultats, aujourd'hui, je pense que collectivement, nous avons fait le bon choix et pris les bonnes décisions. J'ai donné l'impulsion, vous avez fait le reste, le plus dur, le plus difficile à atteindre, convaincre et fédérer sur le terrain. Des équipes zonales et départementales motivées et déterminées, des équipes implantées sur l'ensemble du territoire national et quasiment partout en Outre-mer. Votre tâche n'est pas aisée et votre volontarisme n'a d'égal que le militantisme dont vous faites montre quotidiennement. Naturellement, une telle organisation nécessite un fonctionnement et une coordination nationale optimale, et ce n'est possible qu'avec une équipe tout aussi impliquée, une équipe nationale. Julien Morcrette, mon adjoint, Jean-Marc Alonso, Florian Chazarin, Anna Elmesbailly et Pascal Jakovlev, secrétaires nationaux, sans oublier bien évidemment celui qui gère le nerf de la guerre, Didier Larochelle, notre trésorier. Avec à peine 10 délégués et moins de 100 adhérents en 2015, quelle fierté aujourd'hui d'annoncer que nous sommes près de 250 délégués à travers la France et pas moins de 1200 adhérents sur l'ensemble du territoire national. Cela peut paraître peu pour certains, mais quelle organisation peut s'enorgueillir à sa création d'avoir eu une telle évolution en si peu de temps? Et ce n'est que le début. Ce travail est le vôtre, je le disais, le fruit de votre militantisme face à une concurrence syndicale particulièrement agressive, voire haineuse pour certains, et, désolé de le dire, mais une certaine administration peu conciliante. J'ai, au tout début de cette nouvelle aventure syndicale, tenté d'ouvrir le dialogue, d'échanger et de trouver des solutions avec l'administration de l'époque, je le précise. En octobre 2015, j'avais prévenu que la colère des policiers grondait et que la moindre étincelle mettrait le feu à une poudrière prête à exploser depuis plusieurs années. J'ai mis en garde l'administration et les syndicats représentatifs sur le système de gestion des carrières tel qu'il est encore pratiqué, certes dans une moindre mesure, mais toujours bien présent. L'administration, notamment la DRCPN, a fait des efforts de transparence, en réduisant notablement les interventions syndicales. Mais cela reste un sujet, et Gérard Clérici le sait bien, on a déjà eu l'occasion d'en échanger, mais c'est un sujet qui fâche et qui est toujours d'actualité. Aussi, je pose la question, pourquoi, face au volontarisme de transparence, la liste des mutations ponctuelles, aussi réduite soit-elle, est-elle désormais intégrée dans la liste du mouvement général polyvalent, si ce n'est pour la rendre indétectable et invérifiable? Par honnêteté, pour lever toute ambiguïté, cette liste devrait continuer à être transmise à part lors des CAP et n'être constituée que de situations particulières, à la marge, qui n'entrent pas dans les critères des cas dérogatoires, mais dont la situation nécessite une attention bienveillante. Bref, j'ai alerté à de nombreuses reprises sur cette injustice, comme sur les conditions de travail insupportables, pour lesquelles aucune réponse concrète n'a été apportée. Malgré mes tentatives de concertation et la volonté de sortir d'un dialogue social à bout de souffle, pour lequel la pratique d'un syndicalisme de connivence est révolue, personne, ni la DRCPN, ni la DGPN, n'a souhaité m'entendre, et je me répète, à l'époque. Je dois saluer ce soir le courage de Frédéric Loze, alors médiateur de la police nationale, d'avoir conforté et démontré, dans ses rapports annuels successifs, le bon sens des démarches que nous avions engagées en matière de recours administratif. Aujourd'hui, M. Colliex a repris cette fonction de médiateur, et comme son prédécesseur,
au regard des premiers avis qu'il a déjà rendus, je tiens à souligner toute son impartialité et son objectivité, ainsi que celui de l'ensemble des médiateurs zonaux. Mais de ces avis, il faut qu'il en découle des actes. Je reste convaincu, pour l'avoir déjà demandé au ministre de l'Intérieur, il y a quelque temps, qu'il faut faire évoluer cette fonction importante de médiateur, à l'instar du médiateur de l'Éducation nationale ou du ministère de la Défense. Pourquoi les agents ne pourraient-ils pas bénéficier d'une médiation avec leur administration pour gérer les problèmes, alors qu'il y a 2 jours, la majorité parlementaire, par la voix de monsieur le député Stanislas Guerini, a présenté à l'Assemblée nationale un projet de loi sur la médiation entre citoyens et administration afin de restaurer la confiance entre eux. N'est-ce pas ce qu'attendent nos collègues de son administration? N'est-ce pas ce que vous souhaitez également dans vos relations avec vos subordonnés, une confiance réciproque? Les avis rendus par le médiateur de la police nationale doivent devenir des décisions. À charge pour l'administration de trouver les solutions les plus adaptées afin de répondre aux policiers lésés. Ce sujet me tient particulièrement à cœur, vous le savez, mais je crois peut-être naïvement à une institution juste et équitable, et je reste convaincu que l'action que nous conduisons permettra de faire évoluer les choses. Les nombreux recours engagés depuis plusieurs années par les policiers témoignent en tout état de cause d'un ras-le-bol et d'un mécontentement dans le fonctionnement du paritarisme au sein de notre ministère. Que dire des avancements? Si ce n'est que les dernières CAPI ont démontré que les textes statutaires n'étaient pas respectés et que les promouvables clairement identifiés comme militants ou adhérents d'Alternative Police étaient purement et simplement retirés du tableau d'avancement. Nos collègues ne faisaient l'objet d'aucune intervention syndicale de notre part. Ils étaient, pour la plupart, en tête du tableau d'avancement, sur la seule base de leur examen, de leurs compétences et de leur notation, conformément aux textes statutaires. Une telle attitude de certaines autorités est purement scandaleuse. Nous disposons naturellement de tous les dossiers, de tous les arguments, pour démontrer qu'il y a eu favoritisme et clientélisme au détriment de l'application des textes. Monsieur le DRCPN, je vous ai saisi il y a peu de temps sur ces dossiers et j'espère qu'on arrivera à en discuter, de discuter de chaque cas avec les services compétents de votre direction pour voir ensemble les situations qui nécessitent un rattrapage lors de la prochaine CAPN. Je sais, la commission administrative paritaire nationale n'a pas pour habitude de revenir sur les CAPI qui restent souveraines quant à leur choix, mais à la condition que ces choix soient légaux. Je me dois de vous le dire clairement et honnêtement ce soir, ce n'est ni une menace ni un ultimatum, je le précise afin d'éviter tout malentendu et toute mauvaise surprise à venir, mais si une attention particulière ne devait pas être portée à ces situations lors de la prochaine CAPN, nous n'aurions d'autre choix, une fois de plus, de porter les dossiers devant les juridictions compétentes, comme pour les mutations, et naturellement, nous mobiliserions nos collègues en conséquence. Mais nous préférons avant tout la concertation et le dialogue à la contestation et à l'opposition. Depuis notre création, aucune réponse ne nous est apportée, aucun signe, aucune volonté d'apaiser jusqu'à nous pousser dans nos retranchements. Si cela devait se poursuivre, nous continuerons alors d'agir avec fermeté. Car toutes ces situations ne sont pas nouvelles et nous n'inventons rien. Il s'agit là d'une véritable injustice sociale, pour ne pas dire une discrimination syndicale. Oui, c'est vrai, nous ne mâchons pas nos mots. Oui, nous sommes quelque peu revêches, mais nous sommes surtout le porte-voix de nos collègues. D'ailleurs, après avoir alerté et prévenu en 2015, ce qui devait arriver arriva en décembre 2016, avec les mouvements de colère des policiers. Ceux qui se disent les amis du ministère aujourd'hui, qui se revendiquent de vos amis et qui clament être les plus représentatifs, ceux qui, par opportunisme, affichent un retour de veste politique lors d'échéances nationales incompatibles avec la fonction syndicale policière, ceux qui n'ont pas hésité à fomenter ce mouvement de colère des policiers qui leur échappera totalement quelques jours plus tard, laissant la porte ouverte à la création de collectifs, ceux qui, aujourd'hui, n'assument pas et osent faire porter le chapeau, d'une part à leurs propres collègues qui ne veulent plus rester muets lorsque leur syndicat siffle la fin de la récréation, et d'autre part à vous, mesdames et messieurs les représentants de l'administration, à qui on fait porter la responsabilité de tous les maux. Ce sont eux les responsables de cette situation. Et j'espère sincèrement que les élections professionnelles de décembre 2018 les sanctionneront sévèrement. Malheureusement, le mal est fait, et nos collègues nous rendent tous responsables. Pour autant, sur le fond, leurs revendications demeurent légitimes. Cela n'étonne pas Alternative Police, puisque ce sont celles que nous portons depuis toujours.
Mais faute d'être entendus, quand nous les portons syndicalement, face au mutisme et à l'immobilisme devant nos revendications, faute d'une oreille attentive comme ces mouvements de policiers, j'ai fait le choix assumé, c'est vrai, de durcir la communication d'Alternative Police. Vous connaissez l'expression, le poids des mots, le choc des photos. Des positions ou des publications parfois trash ont été utilisées. Cela n'a pas plu, il est vrai, mais elles ont eu au moins le mérite de secouer le monde policier au plus haut niveau. L'administration ne nous a pas laissé le choix, et ce fut la seule option possible pour être audible. C'est sur cette base que nous avons fédéré de nombreux policiers et démontré qu'un syndicalisme différent est possible et nécessaire. J'en profite d'ailleurs pour vous indiquer que dans les tout prochains jours, j'adresserai un courrier à Monsieur le ministre de l'Intérieur afin de tenter un ultime règlement interne quant à la question des recours sur les mutations, fondés par un avis du médiateur de la police nationale, par une décision de justice ou tout simplement par une non-réponse de l'administration. Nos collègues doivent être rétablis dans leur bon droit, par une mutation, dans le cadre d'un mouvement complémentaire prévu à la prochaine CAPN. C'est la seule porte de sortie commune que nous avons, et je souhaite véritablement que cette voie soit privilégiée, mettant ainsi un terme à toute autre forme d'action juridique. À l'inverse, si aucun terrain d'entente n'est trouvé, alors, à l'issue du délai de 4 mois, suivant la réception de notre courrier, nous n'aurons une fois de plus pas d'autre choix que de lancer une action de groupe devant les juridictions compétentes. Je le dis, ce ne sera pas du plus bel effet pour notre ministère, puisque cette action sera la première portée en France contre une administration publique. Si nous pouvions nous l'épargner, je suis le premier à être prêt à en discuter. Je me tiens donc, ainsi que mon équipe, à la disposition une nouvelle fois de la DRCPN pour aborder cet épineux dossier. Je le sais, ces démarches et ces actions que nous avons engagées sont particulièrement fermes, et elles apparaissent comme radicales. Elles nous font même passer pour des fous furieux, voire des extrémistes, quand nous dénonçons les risques psychosociaux touchant nos collègues en raison d'irrégularités qu'ils subissent. Mais notre cause est juste, bonne, pour ne pas dire parfaite, au point que certains en sont jusqu'à nous attaquer en justice. Plutôt que de consacrer leur temps à la défense des intérêts de nos collègues, ils préfèrent consacrer leur énergie et l'argent de leurs adhérents à des actions en justice, continuant ainsi à alimenter les guerres syndicales dont nos collègues ne veulent plus. Ils espéraient peut-être, en saisissant la justice, nous museler définitivement. C'était sans compter sur toute notre pugnacité et notre répondant. Ainsi, on nous attaque, on répond. Nous avons engagé 3 actions au pénal contre 2 syndicats dits représentatifs pour usurpation d'identité, diffamation et atteinte à la vie privée. Il appartiendra à la justice désormais de déterminer les responsabilités. Je suis particulièrement serein pour ces affaires et les documents que nous détenons, qui seront prochainement transmis à la justice, mettront chacun face à ses responsabilités. En attendant, ce qui nous concerne, ces affaires ne doivent pas obérer le plus important, la défense des intérêts collectifs de nos collègues et celui de notre institution. Notre implantation dans la police nationale dérange dans le Landerneau et, comme diraient certains économistes, Alternative Police risque fort de prendre une part du marché. Aussi, mesdames et messieurs les représentants du ministère de l'Intérieur, je profite de cet instant pour vous adresser ce message solennel afin qu'il puisse être, je l'espère, transmis aux différents services placés sous votre autorité. Ne faites plus le jeu de ces syndicats et ne cédez plus à leur pression. Il est vrai que diviser pour mieux régner est un atout facile pour certaines autorités, mais il n'est jamais gagnant en finalité, car les seuls grands perdants restent les policiers et notre institution. Je remercie à ce titre les autorités de la préfecture de police et leurs différents services, avec lesquels, depuis le début, nous avons été amenés à dialoguer. Je remercie aussi Monsieur le préfet de police ainsi que son prédécesseur pour avoir su rester objectif et impartial quant au respect du droit syndical et de la représentativité. De même, le changement de gouvernement a vu en 2007 le renouvellement des autorités de la DGPN et de la DRCPN. Il a permis de relancer ce dialogue, même s'il reste encore trop timide à mon goût, mais je sais que ce n'est pas simple alors que nous ne sommes pas encore représentatifs. Je tiens à remercier M. Éric Morvan et vous, Gérard Clérici, pour le respect de l'équilibre républicain, comme se plaisait à le dire à une certaine époque un préfet de police de Paris. Alternative Police n'est pas un syndicat de contestataires, de révolutionnaires ou de je ne sais quel autre qualificatif nauséabond. Mais Alternative Police revendique et assume fièrement d'être le poil à gratter du syndicalisme policier. Nous sommes pour le dialogue, la construction, la négociation et la proposition, mais pour cela,
il faut être deux. Nous sommes un syndicat à l'image de la CFDT, réformiste et volontariste. Ce soir, il s'agit d'une réception des vœux. Permettez-moi donc de formuler celui pour 2018, au-delà de l'échéance qui nous attend en fin d'année, d'être sans attendre reçu officiellement par M. le ministre de l'Intérieur et M. le directeur général de la police nationale, reçu comme un syndicat membre d'une confédération représentative au sein du ministère de l'Intérieur et première confédération syndicale française dans le monde du travail. Je peux comprendre une nouvelle fois la frilosité des autorités face aux pressions syndicales, notamment celle du syndicat majoritaire, qui se complaît à afficher des signes d'appartenance et autres positions ostentatoires afin d'avoir la préférence politique et administrative. Est-ce franchement nécessaire? Réservons-les plutôt à nos cercles restreints respectifs, voire communs, et construisons ensemble la police de demain. Car chez Alternative Police, lors de nos rencontres officielles, nous préférons une bonne poignée de main, ferme, signe de reconnaissance et de respect réciproque, à tout autre signe distinctif bien connu des initiés qui ne manqueront pas de se transformer dès le lendemain en un coup de poignard dans le dos au prétexte de n'avoir eu ni les faveurs, ni le retour sur investissement, si je puis m'exprimer ainsi. Quelles que soient les accointances privées, je considère que chacun doit rester à sa place. À chacun son rôle et à chacun ses responsabilités. Cela n'enlève rien à la cordialité, à la convivialité et même aux affinités qui existent ou peuvent naître. Et pour Alternative Police, cela ne fonctionne pas si mal. Peut-on en dire autant des organisations syndicales qui, chaque jour, ne manquent pas de tacler les uns les autres, y compris vous, mesdames et messieurs de l'administration par voie de tract, sans même avoir tenté une concertation, un échange, aussi vif soit-il, pour trouver une solution commune qui allie les intérêts de tous. Parfois, je me demande si ce n'est pas cette solution de facilité que nous devrions emprunter, puisque certaines autorités semblent plus enclines à céder à ce type de pression plutôt que de prendre le temps de discuter. Eh bien non, au contraire. Nous avons décidé de ne pas y céder, malgré tout, car nous sommes une force de proposition et nous entendons vous le démontrer dans le respect, je viens de le dire, mais aussi dans la courtoisie et la sérénité. Alors ne craignez pas de nous recevoir, de nous écouter, et je l'espère, de nous entendre. Demain, au sortir des urnes, par la force des choses, par la force de la représentativité, nous y viendrons quoi qu'il en soit. Alors pourquoi ne pas commencer dès à présent? Votre présence ici ce soir témoigne que plus personne ne doute qu'Alternative Police sera sur le devant de la scène et sous la lumière des projecteurs au soir du 6 décembre 2018. Les sujets qui nous attendent, vous le savez, sont majeurs pour la police nationale. Nous avons d'ailleurs très récemment, avec le CSI et la CFDT Interco, transmis une contribution écrite au ministre de l'Intérieur sur la police de sécurité au quotidien. Nous avons également fait part de nos revendications et de nos propositions à propos de cette PSQ à l'occasion de la campagne présidentielle ou de diverses rencontres avec les parlementaires. Nous avons fait de même pour la réforme de la procédure pénale, notamment pour l'oralisation de la procédure, proposition phare de nos revendications, reprise depuis par tout le monde. En 2018, la police de sécurité du quotidien, les cycles horaires et la réforme territoriale de la sécurité publique sont les trois sujets majeurs pour la police nationale, au-delà de la question plus générale des conditions de travail des policiers, et ils auront bien évidemment un enjeu électoral indéniable. Pour notre part, l'attentisme de l'administration sur ces sujets ne sera pas acceptable, car elle serait une forme de parti pris et de favoritisme pour certains syndicats qui, en cette période, veulent que rien ne bouge. Pour Alternative Police, il faut savoir oser. Ces trois réformes déjà actées sont étroitement liées les unes aux autres. Elles ne pourront pas être traitées séparément. La police de sécurité du quotidien doit être mise en œuvre concomitamment avec une réforme structurelle et opérationnelle de la police nationale, tout en alliant les intérêts des policiers par le changement de cycle horaire afin d'améliorer leurs conditions de vie au travail. La mise en œuvre de la vacation forte dans un grand nombre de services, exclus actuellement du dispositif, est possible. Encore faut-il avoir le courage d'appliquer ces réformes votées depuis 2 ans au sein des CTRPN successifs. Je parle plus particulièrement de la réforme territoriale de la sécurité publique en province. Cette réforme permet, si on en a le courage, de répondre à la problématique de la vacation forte. La réforme territoriale de la sécurité publique permettra, par une refonte des petites unités qui gravitent autour du service général, de redonner un nouveau souffle à cette police d'urgence, polyvalente, plus forte en effectifs et en opérationnalité. Des effectifs réunis en nombre au sein d'une même unité permettra parallèlement
d'accorder plus de repos, plus de récupération, mais aussi favorisera l'application de la vacation forte avec un week-end sur deux de repos et un mercredi sur deux. Quelle crainte auriez-vous à fondre toutes ces unités en une seule alors qu'elles ne fonctionnent déjà pas, faute de personnel en nombre suffisant? Nos collègues allieront ainsi un bien-être familial et social amélioré et un épanouissement professionnel plus important. Des policiers sereins et heureux sont des policiers motivés. Et des policiers motivés, c'est une police nationale efficace et performante au service du public. Quant à la plaque parisienne, son atypisme apportera dans les semaines et mois à venir de nouvelles réunions de concertation, je le sais, sur la réorganisation des services sous l'égide de M. Delpouech. À ce titre, le choix de ne pas tout bouleverser dans la précipitation, la volonté de repartir à zéro par une concertation renforcée avec tous, mais plus particulièrement avec les policiers de terrain concernés par la future transformation des services, sont à saluer. C'est par l'adhésion de tous que nous arriverons à réformer, à transformer notre institution. Cependant, la police de sécurité du quotidien ne pourra être une réussite qu'avec la mise en œuvre d'un préalable dans certains quartiers difficiles de notre pays, et notamment en Île-de-France. Éradiquer les noyaux durs de délinquance et les points noirs des trafics de stupéfiants qui ont inversé les rapports d'autorité dans les quartiers. Sanctionner de manière exemplaire les auteurs d'actes contre les agents de l'État et tous ceux qui appellent à la haine, tout en simplifiant la procédure pénale. Les sanctions pénales existent. Il suffit de les appliquer. Nul besoin de réinstaurer les peines planchers, qui ont d'ailleurs démontré, lorsqu'elles existaient, toute leur inefficacité. À ce titre, il ne sert donc à rien d'opposer police et justice. Les deux institutions ont l'obligation de coexister ensemble. Elles connaissent toutes deux des difficultés de moyens. Elles font partie de la chaîne pénale et n'ont d'autre choix que de travailler ensemble. C'est l'essence même de la stabilité de notre démocratie. Si la création d'une académie de police commune aux 3 corps, plutôt qu'aux 2 corps supérieurs, me semble être une nécessité pour une meilleure compréhension des difficultés, des contraintes et des impératifs des uns et des autres. Je suis convaincu aussi que des stages pratiques pour les élèves magistrats, au sein des commissariats, et inversement pour les élèves policiers chez les magistrats, au cours de leur scolarité, est une nécessité afin de mieux se connaître et mieux se comprendre. Mais je n'invente rien, c'est un dispositif qui existait il y a très très longtemps et qui a été abandonné. Le préalable à la PSQ, c'est aussi associer tous les acteurs de terrain pour renouer les liens entre population et police. L'autorité parentale, l'éducation nationale, les animateurs, les éducateurs sociaux, la justice, je viens de le dire, etc. Avec une véritable politique sociale et de la ville. La question de l'interministérialité quant à la mise en œuvre de la PSQ doit donc être rapidement posée, mais il me semble que cela sera le cas, puisqu'au regard des dernières déclarations de M. le ministre, il semble que cela a été pris en compte. C'est à souligner, parce que la police seule ne changera rien. Enfin, il faut revaloriser la fonction policière, notamment par la mise à disposition de locaux, de nouveaux véhicules et plus généralement des moyens qui rétablissent une image positive du policier. Ainsi, nous installerons durablement l'autorité de l'État dans certains quartiers et n'ayons pas peur de le dire, qui sont encore de véritables zones de non-droit. Mais au-delà du fond, vous le savez, il y a aussi la forme pour mettre en œuvre ces réformes, et je le disais déjà tout à l'heure, et la forme, c'est gagner l'adhésion de l'ensemble des policiers concernés pour mener à bien la volonté politique. Et pour emporter une adhésion massive de nos collègues, rien ne vaut que des actes politiques forts. Repousser l'application du PPCR au sein du ministère de l'Intérieur n'est pas encourageant, surtout après les séries noires que nous avons traversées. Le non-règlement de la problématique des heures supplémentaires et des atermoiements passés quant à la question de la directive européenne du temps de travail, portée et gagnée par le SCSI-CFDT, je le rappelle, ne le sont pas plus. Mais tout ça, je le sais, a bien été pris en compte par M. le directeur général et M. le DRCPN. L'annonce faite par M. Morvan lors des vœux à la police nationale à Rouen ouvre enfin l'espoir pour les policiers de voir aboutir enfin, après plus de 20 ans, la question du règlement des heures supplémentaires. D'ailleurs, dans le cadre des discussions que nous avons déjà eues avec la DRCPN sur le temps de travail, dans le cadre d'une réunion bilatérale au titre de la CFDT, nous avons fait 3 propositions. Créer un compte épargne retraite dans lequel les heures supplémentaires permettront de générer des trimestres retraite. Les policiers sont de plus en plus nombreux à entrer tardivement dans notre institution et un tel dispositif sera un véritable atout.
payer une partie de ces heures à un taux honorable, à l'instar de ce qui a été fait dans le cadre du protocole de 2007 pour les officiers. Déplafonner enfin le compte épargne-retraite. Le compte épargne-temps. De même, certaines dispositions, aussi futiles soient-elles pour certains, comme le port de la barbe et des tatouages, ont permis d'apaiser les relations tendues entre nos collègues et la hiérarchie, qui, selon le service et l'unité, interprétaient différemment les textes avec des menaces de sanctions à la clé. La situation est donc clarifiée par la nouvelle instruction signée du DGPN, après quand même 2 ans d'expertise sur les conséquences de la compatibilité ou non avec le port de la barbe et la tenue NRBC. 2 ans pour ça. Naturellement, il y a tant d'autres demandes, vieilles comme le monde, qui restent en suspens et pour lesquelles nos collègues espèrent toujours une réponse favorable. Je ne vais pas vous faire une liste à la Prévert, sinon on y sera encore demain matin, mais que dire des heures de nuit, dimanche et jours fériés, payées de 1 à 5 €? Ce sujet est d'actualité. Au moment où je vous parle, les effectifs de nombreuses brigades de nuit de plusieurs commissariats du Grand Est effectuent un service minimum, et nous les soutenons. Ce mouvement de mécontentement est en train de faire un effet boule de neige et commence à s'étendre sur l'ensemble du territoire national. Comment ne pourrions-nous pas les soutenir? De moins en moins de policiers souhaitent travailler la nuit. C'est un fait, tout le monde le dit. Et la hiérarchie est contrainte de désigner des volontaires d'office pour maintenir à niveau ses effectifs. L'absence de revalorisation du travail de nuit, particulièrement pénible et qui dérègle l'horloge biologique de nos collègues, appelle une réponse rapide. Je vous sollicite donc, messieurs, pour que des discussions soient ouvertes sur ce dossier. Il y a aussi le sujet des officiers de police judiciaire, pour lequel l'absence de reconnaissance engendre une défection pour cette qualité. Il est urgent de la valoriser, car de nombreux services sont exsangues, faute de sang neuf. Cette valorisation passe, nous le pensons, par un déroulement de carrière rénové, plus attractif. Je n'oublie pas de citer ce soir les adjoints de sécurité, ces emplois jeunes créés en 1997 et dont l'existence devait être que de 5 ans. Aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans qu'ils sont là. Des policiers au rabais, qui font désormais partie du paysage policier. Les adjoints de sécurité ne sont ni plus ni moins que les smicards de la police nationale. Pourtant, la majorité n'aspire qu'à une chose, devenir des policiers à part entière. Il est urgent de revoir leur statut et d'étudier la possibilité de les intégrer dans notre institution sur la base de critères objectifs, de compétences, de connaissances, d'expérience et de façon de servir pour faciliter l'accès à notre corps en révisant les dispositifs existants. Quant au social, il y aurait de quoi en parler pendant des heures tant ce sujet est au point mort depuis de nombreuses années. Crèches, garde d'enfants, tickets restaurants, autant de sujets en suspens. De même, ne serait-il pas envisageable que le ministère de l'Intérieur prenne en charge 50% de la complémentaire santé? Ce serait un signe particulièrement fort et notre ministère aurait une nouvelle fois l'initiative d'une avancée sociale majeure dans la fonction publique, alors que dans le privé, un tel dispositif est déjà mis en œuvre. J'ai saisi là aussi il y a plusieurs mois le ministre de l'Intérieur, je regrette à ce jour de n'avoir eu aucune réponse. On ne peut sans cesse vouloir aligner le public sur le privé sans permettre aux agents du public, dont les policiers, de bénéficier aussi des avantages du privé. La décision politique récente de réinstaurer un jour de carence n'est pas une mesure qui inversera le sentiment de nos collègues quant à l'absence de soutien et de reconnaissance de l'État à leur égard. Je n'aborderai même pas le gel du point d'indice, tant c'est un véritable mépris adressé aux fonctionnaires. Vous l'avez compris, au-delà des déclarations d'intention, les actes sont essentiels et attendus par nos collègues, car rien ne les encourage à faire plus. Cela les encourage d'autant moins que depuis maintenant 3 ans, ils sont sur le pont pour faire face à la menace terroriste. De report en annulation de repos, nos collègues sont usés, fatigués et lassés des discours politiques successifs. Mais plus que tout, ils demeurent toujours très en colère. Cela ne les encourage pas plus face aux agressions quotidiennes qu'ils subissent depuis le début de l'année. Champigny, Aulnay, Stein, Argenteuil, Douai, Mérignac, Saint-Étienne. Mais quand cela s'arrêtera-t-il? Faudra-t-il encore attendre un drame pour agir? Que leur dire en pensant aujourd'hui à nos disparus victimes du devoir ou parce que malheureusement, la pression professionnelle et les affres de la vie les ont conduits à commettre l'irréparable avec une 50aine de suicides en 2017 et déjà au moins 2 pour ce début d'année 2018.
Que leur dire aussi, alors que nous venons tout juste de commémorer les dramatiques événements de 2015 pour lesquels la police nationale a payé un lourd tribut. Nous ne pouvons oublier Franck Brinsolaro, Ahmed Merabet et Clarissa Jean-Philippe, et de penser aussi à Xavier Jugelet, Jean-Baptiste Salvin et Jessica Schneider, entre autres, malheureusement. Comme le déclarait récemment Monsieur le Directeur Général, les policiers ne veulent pas être des héros. Par contre, ils ont besoin de cette juste reconnaissance pour continuer à avancer. Une reconnaissance du ministère de l'Intérieur, une reconnaissance de la justice, en appliquant fermement les peines contre tous ceux qui s'en prennent aux représentants de la police nationale et plus généralement à ceux qui représentent l'État. Une reconnaissance, c'est cette attente que nous portons aujourd'hui, syndicalement. Vous le voyez, mesdames et messieurs, Alternative Police est une structure prête à relever les défis qui attendent notre institution. Et cela passe par un dialogue social riche, constructif et un respect réciproque dont je ne doute absolument pas. Alternative Police est un syndicat sur lequel vous pouvez compter pour construire la police nationale de demain. Mais cela ne se fera pas à n'importe quel prix. L'intérêt de notre institution passe par celui de nos collègues, et inversement. Nous sommes indivisibles. Nous sommes un. Prendre soin des policiers, c'est garantir une institution forte, efficace et reconnue, afin d'apporter la meilleure des sécurités que sont en droit d'attendre nos concitoyens. L'amélioration des conditions de travail est la clé de voûte d'une police nationale performante. Il faut une loi d'orientation et de programmation pluriannuelle pour une réforme profonde de notre institution. Les revalorisations salariales et l'amélioration du déroulement de carrière sont importantes, mais elles ne sont pas une fin en soi. Il faut donner les moyens immobiliers et matériels pour tous, et en priorité pour la sécurité publique qui demeure le parent pauvre de la police nationale. Dans l'intérêt de nos collègues, mais aussi celui de la police nationale, prenez les dispositions et les décisions qui s'imposent avant la publication du rapport dans le cadre de la commission d'enquête qui vient d'être lancée par le Sénat sur l'état matériel et psychologique des forces de sécurité intérieure. N'attendez pas d'être mis devant le fait accompli pour agir et répondre à ce que nous vous demandons ce soir. Tous ces sujets ont été mis de côté ces 30 dernières années. Il est urgent d'y remédier. Ils seront eux aussi au cœur de la campagne des élections professionnelles. Et comme toutes les campagnes d'élections professionnelles, tous les 4 ans, cette année 2018 connaîtra son lot de surenchères et de démagogie syndicale. Alternative Police prend l'engagement ce soir de ne pas mettre le doigt dans cet engrenage malsain, incompatible et indigne avec la fonction policière. Nous sommes avant tout policiers, nous nous devons d'avoir un comportement éthique et déontologique permanent. C'est ce qui fait notre force et notre crédibilité aujourd'hui. Mais l'administration a son rôle et sa responsabilité dans le déroulement de cet événement. Elle ne devra pas céder, je l'ai dit tout à l'heure, aux pressions, et elle devra surtout veiller à garantir la capacité pour tous de mener à égal cette campagne électorale. L'année 2018 sera également une année riche en chantiers institutionnels, avec beaucoup de travail et de difficultés. Nous ne devons pas reculer face au conservatisme. Le plus dur reste donc à venir. Je vous souhaite donc très sincèrement une année pleine de santé et de vitalité, de réussite professionnelle. Je vous souhaite également, ainsi qu'à tous ceux qui vous sont chers, une année de bonheur, de plénitude, d'épanouissement personnel. Bonne année. Merci. Merci. Vous allez me faire rougir. Arrêtez. Trop, comme on dirait, trop point d'info. Voilà, maintenant je vous invite à partager le verre de l'amitié et passer un moment de convivialité tous ensemble. Merci encore.